Elroy on the stage. Alors, ça va bien. D'accord. yeah. Oh, You cheap fucks, man. Ever heard of air conditioning? We have that in America. Non, We have mais, violence in America, but we have air conditioning. non, mais sérieusement, ils n'ont jamais entendu parler de la clim. Peut-être qu'on a de la violence aux États-Unis, mais au moins on sait ce que la clim c'est. yeah, again. Donc on le refait encore. Alors, James Ellroy, je disais juste avant que j'étais très content de recevoir l'auteur, Marlon James, qui vous a précédé. Je suis évidemment extrêmement heureux de vous retrouver et de vous revoir pour parler. On va parler de Perfidia, mais on ne va pas parler que de Perfidia. On va peut-être parler de tous vos ouvrages et on va parler justement de ce thème de la violence qui est le thème qui traverse toute votre œuvre depuis des décennies, qui a traversé votre vie aussi. C'est quoi cette fascination pour la violence chez vous? I'm not so much fascinated with violence. I'm not a violent man. The extent of the violence that I perpetrated has been a series of fistfights in my teens and 20s, about 58% of which I lost against much smaller opponents. Alors, non, ce n'est pas tellement une fascination pour la violence. Je ne suis pas non plus un homme violent. Mes actes violents se limitent à quelques petits combats à poings nus lorsque j'avais 15 ans, dont la grande majorité ont été perdus contre des jeunes qui étaient beaucoup plus petits que moi d'ailleurs. Here's a story that in some way denotes the beginning of my obsession with violence. And I see violence as just one component of history. The others being love, allegiance, and ideology. In 1956, when I was 8 years old, I said something that alerted my World War II generation mother to the fact that I believed that World War II was still going on. My mother said, "Au contraire, Sonny, the war ended in 1945, 3 years before your birth." I didn't believe her then, and I don't believe her now. How can you be a literary historian born 3 years after the end of the World War II horror and not see violence everywhere? Marlon James spoke eloquently of being an anti-war writer and an anti-violence writer, and I can't say that about myself. I'm a historian, albeit informal, and a recreator of history. And as Mussolini said, way back in 1930, blood alone moves the wheels of history. Alors, cette anecdote de moi quand j'étais jeune et que j'avais mes petites batailles montre le début de mon obsession avec la violence. Pour moi, la violence, c'est une des composantes de l'histoire. Les autres étant l'amour, l'allégeance et l'idéologie. En 1956, j'avais 8 ans. J'ai dit quelque chose qui a fait très peur à ma mère qui venait de traverser la Deuxième Guerre mondiale. Je lui ai dit que je croyais que la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas terminée, qu'elle était toujours en cours. Ma mère m'a répondu « Au contraire », en français dans le texte, « Au contraire, mon fils, elle est terminée. Elle s'est d'ailleurs terminée 3 ans
avant que tu naisses. Je ne l'ai pas cru à l'époque, je ne la crois toujours pas aujourd'hui. Je pense personnellement qu'en tant qu'historien littéraire, être né 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ne pas voir la violence partout, c'est absolument impossible. Marlon a dit avec beaucoup de justesse qu'il se considérait comme un écrivain anti-violence et anti-guerre. Je ne peux pas dire ça de moi-même. Moi, je me vois comme un historien informel, je recrée l'histoire, et comme le disait Mussolini dans les années 30, c'est le sang, et le sang à lui seul, qui fait tourner la roue de l'histoire. Alors justement, James, vous évoquez la Seconde Guerre mondiale. C'est au cœur de votre dernier roman. On va juste un tout petit peu parler du roman pour revenir après sur le thème plus général. Et justement, ce roman évoque l'entrée des États-Unis. Le roman commence le 6 décembre 1941. Et le lendemain, le 7, je pense que tous les Américains connaissent cette date par cœur, puisque c'est l'attaque de Pearl Harbor. Alors ma question, c'est justement, vous évoquez la Seconde Guerre mondiale, que vous n'avez pas connue, puisque vous êtes né 3 ans après. Est-ce que quelque part, une boucle se ferme avec ce nouveau roman, ce nouveau quatuor ? The overall design of the second LA Quartet is to unify my career as a historical novelist. Thus, I have gone back to the beginning, the chronological beginning of my life's work with the new book, Perfidia, December 6, 1941. We go up to May 1972 and the death of J. Edgar Hoover, immediately preceding the Watergate scandal of summer 1972. It's a violent time in the United States and in the world. And I'm anti-violence except when I'm writing. And since I'm writing most of the time, one can present a terrible case for me being a very bad and violent fellow. Nevertheless, I'm a soft-hearted fellow, and I see, as I said a moment ago, violence as just one component of history. Alors, en fait, la structure de mon œuvre est la suivante. Si j'ai décidé d'écrire un second quatuor, c'est pour asseoir mon rôle d'écrivain historique, si vous voulez. Et c'est pourquoi je suis revenue au tout début de ma chronologie, à savoir le 6 décembre 1941. Et la fin de cette chronologie se termine en 72 avec la mort d'Hoover et le scandale du Watergate de l'été 72. C'est une période particulièrement violente de l'histoire des États-Unis et de l'histoire du monde d'ailleurs. Et comme je vous le disais, je ne suis pas un homme violent, sauf lorsque j'écris. Et comme j'écris la plupart du temps, on pourrait dire que je suis effectivement un homme très mauvais et très violent. Et pourtant, je vous assure, j'ai un cœur et je suis particulièrement docile. Mais comme je vous le disais plus tôt, la violence fait partie de l'histoire. Mais justement, dans aussi bien ce nouveau quatuor que vos autres œuvres, écrites auparavant, le premier quatuor de Los Angeles, ainsi que la trilogie Underworld USA, vous n'êtes pas un homme violent, mais c'est toute la violence de la société, la violence politique là aussi, la violence mafieuse. Est-ce que c'est une façon de la dénoncer, de rendre compte des choses, comme vous dites, en tant qu'un historien? Est-ce que c'est une façon, au contraire, de la contrecarrer, j'ai envie de dire, Est-ce que la société américaine est profondément violente, surtout pour ces 40 ans-là? Est-ce qu'elle... No, I wouldn't call American society profoundly violent. Also,
I don't write about America at large. I write novels about the specialized world of policemen, criminals, soldiers of fortune, mercenaries, and rogue intelligence agents. This nexus comprises a group of people that rank and file Americans or rank and file French people will never know. People who've read my books think that I'm violently against the police, when in fact I could not be more of an advocate of America's police officers. If I'm writing about cops, I write about rogue elements of the police force, knowing that they are in the minority and that the rank and file police officer is an honorable human being. It's this specialized insiders America that I write about. So you see it in the earlier, more detective novel-based books like the LA Quartet. There's cops, there's criminals, there's corrupt DAs, there's hophead jazz musicians. It is a demi-monde. It is a world within a world within a world. Then you go to the big political books. You've got crazy right-wing Cuban exiles, mafioso. You've got renegade CIA men, not rank and file CIA men, most of whom are honorable individuals. It is this secret world that I first glimpsed on June 22nd, 1958, when a policeman took me aside and said, "Son, your mother's been killed." I come out of that moment and I extrapolate off of that moment. But as my wife, Helen Kinode, often remarks, a person's explanation for their life cannot be, "It happened to me," or "It was done to me," because then you're nothing but a victim. That day is the day that the imaginative ground shifted underneath me. Its origin is in violent death. I concede that readily. Alors non, je ne vois pas la société américaine comme étant profondément violente. Il faut voir que ce que j'écris, ce n'est pas l'écriture des États-Unis en général. Je choisis d'écrire un monde très précis, le monde des policiers, des criminels, des soldats de fortune, des mercenaires, des agents douteux. La vie de gens, finalement, que beaucoup de mes lecteurs, qu'ils soient français ou américains, ne connaîtront jamais. Alors souvent, les gens pensent que je suis totalement opposée et contre la police américaine, alors que c'est tout l'inverse, en fait. Je suis un fervent défenseur de la police américaine. Donc, si j'écris le monde policier, par exemple, dans le Quatuor, je parle des éléments douteux de la police. Je ne parle pas des policiers en général qui sont des hommes tout à fait honorables. Je ne parle que d'une minorité. J'ai une vision très, très précise dans mes livres. Dans le Quatuor de Los Angeles, je parle des flics, des criminels, des avocats corrompus, des musiciens de jazz. Donc je parle d'un monde qui se situe dans un monde, qui se situe dans un monde. Donc c'est vraiment un tout petit microcosme. Et puis ensuite, vous avez mes romans plus politiques dans lesquels vous allez entendre parler de Cubains exilés, de mafieux, d'agents de la CIA. Mais encore une fois, je ne parle pas de tous les agents de la CIA, dont la majorité était parfaitement honorable. Je parle de ces quelques-uns qui étaient corrompus. Tout a commencé le 22 juin 1958, lorsqu'un policier est venu me voir et m'a dit « Mon petit, ta mère a été tuée ». Je ressors de ce moment-là et depuis, j'extrapole. Comme le dit ma femme, Hélène Canol,
Ça ne suffit pas d'expliquer une vie en disant il m'est arrivé ça, ou c'est ce qui s'est passé, parce que sinon on n'est qu'une simple victime. Et ce jour-là, en fait, c'est là que mon imagination a vacillé, c'est là que ça a changé. Et pour moi, c'est de là que vient la violence. Alors justement, c'est la deuxième fois, vous l'avez évoqué, vous évoquez votre mère et ce choc que vous avez vécu. Et ce besoin de comprendre, cette recherche, vous avez partiellement répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous écrivez? No. My explanation for my life is not that it happened to me or that it was done to me, because then I'd be nothing but a victim. I write because writing gives me the means to recreate history and show the beautiful, throbbing heart at the center of it. My great theme is the secret human infrastructure of large public events. I see beauty in equal proportion to horror. I despise nihilism. I despise minimalism. At my core, I am a romantic. Alors, non, je n'écris pas pour expliquer ce qui s'est passé. Je n'utilise pas cette explication de ma vie. Je ne dis pas que ceci m'est arrivé parce que sinon ça ferait de moi une victime. Si j'écris, c'est parce que c'est un moyen qui me permet de recréer l'histoire et de présenter son cœur central, c'est-à-dire mon thème principal, à savoir l'infrastructure humaine qui est au cœur des grands événements. Je vois la beauté tout autant que je vois la violence. Je suis tout à fait contre le nihilisme, le minimalisme. Au fond, je suis un grand romantique. Alors vous êtes un grand romantique et justement les femmes sont des personnages qui, je trouve, deviennent de plus en plus importants. Elles l'ont toujours été dans toute votre œuvre, mais depuis vos récents romans, notamment Underworld USA et le tout dernier Perfidia, je trouve qu'on dirait que vous affinez, que votre côté romantique ressort un petit peu plus et que vous leur donnez de plus en plus d'ampleur. Est-ce que vous êtes conscient de ça ou c'est parce que vous êtes attaché à ces personnages, féminins en particulier? It's a marvelous question, Jerome. Yes, it's something that I've done consciously. In Bloods Are Over, which is the concluding volume of the Underworld USA trilogy, set between 1968 and 1972, a dipshit young man of the era, a real-life character, a private detective friend of mine named Don Crutchfield, stalks a woman through 4 years of violent American history. They have a brief liaison. She leaves him in the lurch, leaving him to follow her unsuccessfully for the rest of his life. The inherent heartbreak in that construction burned my life down. And that theme, the theme of the great unrealized obsessive love, which is one that I've used before, Bloods Are Over, now takes on new significance when I write from a woman's perspective in Perfidia and in this new book I'm writing now. Alors, oui, c'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Effectivement, l'évolution de mes personnages féminins, c'est une décision consciente de ma part. Dans Bloods Are Over, le dernier tome de ma trilogie, qui va de 1968 jusqu'à 1972, il y a un personnage, un petit con, un personnage réel, c'est un ami à moi, détective, qui s'appelle Don Crutchfield, qui, pendant 4 ans, va suivre, harceler une femme. Et ils vont avoir une liaison très brève.
et elle finit par le quitter. Et cette femme restera en lui jusqu'à la fin de sa vie. Et ce cœur brisé, finalement, c'est une thématique qui reste avec moi. C'est une thématique très importante, l'idée du grand amour qui n'est jamais réalisé finalement. Je l'ai utilisé par le passé et il a pris une nouvelle signification quand j'ai commencé à l'utiliser avec le point de vue de mes personnages féminins, notamment dans Perfidia et dans le prochain roman que je suis en train d'écrire. Alors, je trouve ça assez fabuleux parce qu'on est sur un débat censé évoquer la violence et là, on parle romantisme, c'est très plaisant. Justement, ce prochain roman, vous pouvez nous en donner une avant-première, comme on dit en français, nous dire sur quelle époque il va être, puisqu'en fait, Perfidia est un roman, en fait, à l'inverse du précédent auteur, Marlon James, où plus de 40 ans se passaient dans ce roman, là, par contre, c'est sur quelques jours, puisque ça se passe du 6 décembre jusqu'au 29 décembre 1941. Donc c'est vraiment un roman frénétique. Nous donner un petit avant-goût du prochain, peut-être. The new novel takes place between New Year's Eve, 1941 into 1942, and the 8th of May. 3 of the 4 original Viewpoint protagonists return: Kay Lake, Dudley Smith, Hideo Ishida. The 4th person is Joan Conville, who is a Navy nurse, a tall, red-haired siren passing through Los Angeles, recently enlisted in the U.S. Navy in the immediate wake of Pearl Harbor and the romantic fixation of Captain William H. Parker, the greatest real-life policeman of the American 20th century and the ultimate hero of Perfidia. There are a series of crimes, a robbery, an arson that explode from the past to the 1942 present. There's a gassy murder case. There is great dope pushing, wetback running, Japanese internment smuggling subplots. There is Dudley Smith as an Army major in Baja California, which is part of Mexico. There is a great 5th column conspiracy of left-wing and right-wing fiends par excellence. There are fabulous, cataclysmic love affairs with the swingingest, grooviest women of the 1940s. There's perverted Hollywood shit. There is classical music shit. There is racial shit. There is political shit. There is Orson Welles shown in a very dark and buffoonish light because I've never thought he was worth a shit as a filmmaker, and moreover, I've just never liked him very much. You're going to love this book. Look for it in 2 years in France, published by Rivage. Alors, en fait, ce deuxième volet commence à la veille du Nouvel An, 41, et se termine en mai 42. Plusieurs des personnages reviennent. Vous aurez Kay, Dudley Smith, Ashida. Vous aurez également Joan Conville, cette infirmière de la Navy qui vient de rejoindre l'armée, une grande rousse qui traverse la ville de Los Angeles et qui donc a rejoint l'armée à la suite de Pearl Harbor. Il y a bien évidemment ce personnage fabuleux qui est William H. Parker, ce fameux policier du XXe siècle et qui est le héros finalement de Perfidia. Alors qu'est-ce que vous aurez comme thématique ? Il y aura plusieurs crimes, il y aura un braquage,
un incendie, donc des événements du passé qui sont ravivés dans le présent qui est 1942. Il y a une histoire de meurtre, il y a de la drogue, il y a des fuites, il y a des internements de Japonais, il y a plusieurs intrigues, il y a Dudley Smith qu'on voit devenir major de l'armée, il y a des conspirations avec la gauche et la droite, bien évidemment. Il y a des intrigues amoureuses avec les femmes les plus belles des années 1940. Il y a de la corruption dans Hollywood. Il y a de la musique classique. Il y a des problèmes raciaux, des problèmes politiques. Et vous verrez même Orson Welles, qui est présenté comme un personnage très noir et comme un bouffon, parce que finalement, je l'ai trouvé relativement merdique en tant que réalisateur et que je ne l'aime pas du tout. Vous allez adorer ce bouquin. Vous le trouverez dans 2 ans en français, ici même. Aux éditions Rivage. Rivage. Aux éditions Rivage. Alors, autre chose tout à l'heure, justement, je vais revenir à ce que vous avez dit précédemment. Il y a une chose que je trouvais très intéressante. Quand vous disiez, je parle des policiers, mais je parle des policiers, de l'armée, des politiques, je parle de ce qui ne va pas. Ça, je trouve ça très intéressant. Vous les défendez, vous aimez la police, mais en même temps, vous êtes capable, toujours capable, de toujours aller là où ça fait mal, de toujours regarder ce qui ne va pas. Est-ce que finalement, toute votre œuvre, c'est pas ça? C'est appuyer à l'endroit où les choses ne vont pas et tourner autour, là aussi, regarder précisément ce qui ne va pas et essayer de nous le rendre de la façon la plus crue, la plus brute. Est-ce qu'au fond, votre travail d'écriture, votre œuvre, c'est pas ça? I come out of the detective novel, and detective novels, even policiers, mysteries, if you will, thrive on conflict. There is more conflict per densely structured page per book in Elroy than in all the rest of the hard-boiled greats put together. It feels as if, even though I don't believe in reincarnation, I was a policeman in a different, more freewheeling era. Thus, I can inhabit the attitudes of that era unceremoniously and without condescension. I think in period invective. There is no politeness of language in my internal discourse, nor on the page with me. If racial epithets offend you, do not pick up Perfidia or any of my other books or my subsequent books. Violence in America is, to me, historical violence and the violence of language, and it has nothing to do with America today. Alors, moi, vraiment, je viens du polar, des romans de mystère, des romans policiers. Et vous remarquerez que dans les romans policiers, il y a toujours des conflits. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de conflits par nombre de pages chez Elroy que dans tout le reste des polars rassemblés. Alors, pourtant, je ne crois pas en la réincarnation, et pourtant, je me dis que dans une autre vie, un monde différent, une vie plus libre, j'ai dû être flic un jour. Et c'est sans doute pour ça que j'arrive à cerner cette attitude sans faux semblant, sans condescendance. Il n'y a pas de politiquement correct dans mon langage, il n'y a pas de politiquement correct sur les pages que vous lirez. Si vous avez des problèmes avec les commentaires raciaux, si ça vous offense, surtout n'achetez pas Perfidia, n'achetez pas mes romans précédents, n'achetez pas le roman qui suit. Quand je parle de violence
aux États-Unis, je parle de violence historique, je parle un langage violent, mais je ne parle pas des États-Unis aujourd'hui. Alors, vous aimez beaucoup dans vos romans, on l'a un peu évoqué, mélanger des personnages de fiction et également des personnages ayant réellement existé, comme le personnage du futur chef de la police dans Perfidia. Et je voulais vous poser une question. Il y a un de vos romans très récents qui a été publié chez Rivage, justement, et pas aux États-Unis, je crois, qui s'appelle Extorsion, où vous vous mettez en scène vous-même dans ce roman. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement savoureux parce que vous êtes assez dur avec vous-même. Vous vous moquez de vous. Et j'aimerais bien que vous me dites quelques mots sur ça, d'autant plus que il y a des romans où certains, je pense notamment à un autre auteur, Walter Kern, qui parle de vous dans un de ses livres aussi, qui vous met en scène, mais là beaucoup plus sympathiquement, puisque vous l'aidez en fait sur une enquête qu'il fait. Mais parlez-moi un peu d'Extorsion et le fait que vous soyez mis en scène un petit peu moqué de vous-même. Extortion is a short story that Rivage published 2 years ago. It is a real life short story in that the narrator is a dipshit private detective named Fred Otash, who's also a secondary character and an extortionist and political assassin in American tabloid, The Cold 6000, and Blood's a Rover. I knew Freddie Otash in his waning years. He was a dipshit par excellence, and he thought that I was a dipshit par excellence, and one of us was wrong, and frankly, it was Freddie. So I was having fun writing from Freddie's perspective and calling myself a dipshit, even though that I know I am a paragon of moral integrity and probity and will, in fact, soon announce my candidacy for president of France. Yeah! Because a French man a few days ago told me, you don't have to be born in France to run for president of France. And this has given me ideas. For example, I want to appropriate all the paintings in the Louvre for my own personal profit and then sell them to Arab oil magnates, dope dealers, nuclear arms peddlers, and Vladimir Putin, who will be sure to buy up all the paintings in the Louvre at top dollar, assuring both the financial solvency of my presidency of France and my personal fortunes. Real-life characters in fiction, there's only one thing you have to watch out for. Make damn sure that they're dead so they can't sue you. Alors, Extorsion est un court ouvrage qui a été publié il y a 2 ans chez Rivage. Et c'est une histoire qui est narrée par un petit merdeux, un détective qui s'appelle Fred Otash. C'est un personnage réel que je connais très bien, qui est d'ailleurs un assassin dans ma trilogie. Mais donc, ce roman se passe avant. Et donc, je lui disais toujours qu'il était un merdeux par excellence. Lui disait la même chose que moi. Alors, l'un de nous deux avait tort, et très sincèrement, c'était lui. Et comme cet ouvrage est écrit de son point de vue à lui, forcément, il dit que je suis un petit merdeux. Donc, je me suis un peu amusée avec ça lors de cette écriture.
Et pourtant, je dois vous dire que je suis l'exemple même de la probité et de la moralité et que je vais très prochainement annoncer ma candidature pour devenir président de la France. Car comme un Français me l'a très justement rappelé tout récemment, on n'a pas besoin d'être né sur le sol français pour devenir président de la France. Du coup, ça m'a donné des idées. Par exemple, l'idée suivante, à savoir que je vais me réapproprier toutes les peintures du Louvre, que je vais les revendre au prix fort à des millionnaires arabes du pétrole, à des dealers, à des gens qui revendent des armes nucléaires, à Poutine, qui achètera tout au prix fort d'ailleurs, pour assurer la liquidité de ma trésorerie pendant ma présidence et également assurer ma fortune personnelle. Donc, pour en revenir aux personnages réels qu'on inclut dans des œuvres de fiction, une chose à laquelle il faut faire très attention, soyez sûrs qu'ils sont morts, comme ça ils ne pourront pas vous poursuivre en justice. C'est un beau programme, oui. Programme présidentiel en avant-première. Donc vous l'aurez compris, en fait, la violence aux États-Unis, c'est pas l'intérêt premier des ouvrages de James Ellroy et finalement de l'ensemble des auteurs. C'est complètement autre chose, en fait, qui les intéresse. Alors, James, vous savez exactement quand vous allez publier votre programme présidentiel officiellement? My presidential program will be released the same day that Rivage publishes my new novel, so as to get a synchronistic publicity broadside going that will sell that many more books. So if I lose the presidency of France, if Sarkozy comes out of nowhere to defeat me, I'll still sell a lot of books. Alors en fait, mon programme présidentiel sera publié le même jour que mon prochain roman, qui sortira chez Rivage, de façon à assurer une publicité synchronisée pour que je puisse vendre encore plus de bouquins. Et si par malheur je devais perdre au profit de Sarkozy, qui viendrait de nulle part, eh bien peu importe, parce que je vendrai quand même des bouquins. Je pense que ça va être le mot de la fin. Juste une ultime chose, très court. Justement, on vient d'évoquer plusieurs fois Rivage. Et Rivage fête ses 30 ans cette année. C'est d'ailleurs vous avez publié, Rivage a publié votre premier roman, enfin, pas votre premier, mais un roman en France il y a 30 ans maintenant, en juin 86, si ma mémoire est bonne. Parlez-nous juste courte phrase. Je sais que vous ne savez pas, mais votre rapport avec cet éditeur et en particulier un homme, François Guérif, ce rapport que vous avez l'un et l'autre, puisqu'on fête les 30 ans de Rivage, et Rivage, je vous rappelle, en dehors de James Ellroy, c'est le plus beau catalogue du roman noir et du roman policier actuellement. Well, François Guérif is one of my closest friends, and he is my editor, my publisher, and my mentor in France. As I said at this gig yesterday, France is about 1/8 the size of America geographically and in actual population, and yet I sell twice as many books in France as I do in America. How can I not be grateful to Rivage, to François Guérif, to all the people who work at Rivage, and to the French people, who are the most devoted, intelligent, and assiduous readers in the entire world. Yeah. François Guérif est mon ami, mon éditeur et mon mentor en France. Et comme je le disais hier, la France représente 1/8 des États-Unis en termes de géographie, en termes de population. Et pourtant, je vends 2 fois plus de livres ici qu'aux États-Unis. Alors comment pourrais-je ne pas être reconnaissant auprès de Rivage, auprès de François, auprès de mes lecteurs, les lecteurs français qui sont les plus dévoués, les plus assidus et les plus intelligents lecteurs du monde?
Donc James Ellroy vous dit à quel point il vous aime, alors applaudissez-le, voilà, et remerciez-le et montrez-lui que vous l'aimez. Merci à tous, merci à James Ellroy évidemment, et je remercie aussi notre traductrice Marie Faulkner qui a fait plus d'1h30 de traduction, c'est un exploit. Et encore merci à tous, James Ellroy.